Pierre. Merci, Pierre. Alors, chers panélistes, alors la fonction interactive, c'est moi. Donc, j'ai un peu, j'appelle ça un test d'animation pendant que mes panélistes s'assoient. 60 minutes, donc 50 minutes de présentation avec 3 panélistes qui connaissent très bien la chose sondage et qui sont très volubiles et qui ont beaucoup de matière à passer. Donc, j'ai un rôle ingrat. Je suis votre Claire Lamarche de la journée. Alors, donc, on va animer ça. Le processus là, est assez classique dans le domaine. Donc, j'ai à peu près 3-4 questions qui ne connaissent pas, évidemment. Non, c'est arrangé, bien sûr. Donc, quelques questions. On va passer la parole d'un à l'autre. Mais ce qui va être surtout intéressant, c'est notre fameuse table éditoriale, notre comité éditorial à la fin. Donc, on va se garder une période à la fin pour des questions pour ces chers panélistes. Donc, vous aurez remarqué des panélistes qui arrivent de milieux très différents. Donc, une fonction comme Hélène, une fonction terrain de directrice marketing qui avait beaucoup de soucis par rapport à ses clientèles pour avoir de l'information, satisfaction, etc. Et on a M. Massarola, qui est évidemment un professeur, mais aussi qui a développé des logiciels et différentes plateformes là, pour la gestion de sondages et tous les dérivés. Et Luc Durand, que vous connaissez bien, là, donc, qui dirige la firme Ipsos là, et qui est intervenu dans beaucoup d'organisations au Québec au niveau du sondage et de la chose touristique. Alors, tout ça part. D'entrée de jeu, par contre, je mets tout de suite quelque chose de différent. On va commencer parce que Pierre, votre maître de cérémonie, vous a passé quelques questions que la firme Ipsos a travaillé ces dernières heures, ces derniers jours. Et d'entrée de jeu, avant de poser les questions, je vais demander à Luc Durand de présenter 4 à 7 actes des résultats des questions là, qui ont été posées par rapport à la thématique de ce colloque-là. Alors, vas-y, c'est pas la bonne, c'est celle de Luc Durand, Ipsos. Le titre est, alors, Télésino. Télésino, pour ceux qui sont nés au-dessus de l'année 75, ils connaissent pas ça, c'était Bobino. Oui, allô? Alors voilà, c'est réglé. Alors Luc, présente-nous les 4 résultats. Très brièvement, donc, un bon ou un très bon sondage, parce que nous, les mauvais sondages, on ne connaît pas ça. Donc, bon, présentation d'Ipsos, on va passer rapidement. Donc, résultat du sondage sur les sondages. Donc, dans un premier temps, pour ceux qui doutent encore du bien fondé des sondages en ligne, on a posé la question aux gens, j'étais plus enclin à répondre de façon honnête à un sondage en ligne ou téléphonique. Donc, grosso modo, la moitié des gens nous ont répondu que c'était ils seraient tout aussi honnêtes dans un cas que dans l'autre. L'autre moitié nous ont dit qu'ils seraient définitivement plus honnêtes sur un sondage Internet. Et un petit 2% seulement nous ont dit qu'ils seraient enclins à être plus honnêtes sur un sondage téléphonique. Ça me fait penser justement aux récentes élections. Beaucoup de gens ont critiqué les firmes de sondage au moment des élections. Je peux vous dire qu'en général, les nôtres et probablement les résultats, les sondages Internet des autres firmes de sondage aussi, étaient beaucoup plus près, effectivement, des résultats électoraux qui se sont avérés, beaucoup plus près de la performance des libéraux. Mais à une certaine époque, je me souviens que les journalistes avaient beaucoup contesté les firmes de sondage qui utilisaient les sondages web, et beaucoup sont revenus au téléphone pour les prévisions électorales avec les résultats qu'on sait. Deuxième résultat, les sondages maison versus les sondages de firmes spécialisées. On a demandé aux gens à quel point l'un et l'autre, lequel serait le plus crédible selon vous. Donc, les sondages maison, les sondages que, par exemple, les hôtels, les restaurants vont passer versus les sondages effectués par des firmes spécialisées. Là encore, la moitié des gens nous ont dit c'est relativement équivalent. Et pratiquement l'autre moitié nous ont dit c'est des sondages de firmes spécialisées. Et très peu ont dit effectivement que les sondages maison étaient crédibles comme tel. Donc, prudence aussi à ce niveau-là. Par ailleurs, pratiquement 58% des gens prétendent ne pas répondre à des sondages maison aussi. Dernier résultat. Donc, l'influence des sondages, l'influence des résultats de sondage lorsqu'ils sont disponibles sur, dans un premier temps, vos intentions de vote. 10% des gens prétendent que les résultats de sondage politiques ont des impacts sur leurs intentions de vote. C'est 10%. C'est très peu, et on en est très heureux parce que ce n'est pas l'objectif, effectivement, des sondages politiques, bien au contraire. C'est un peu plus fort chez les jeunes. Maintenant, si on regarde les sondages sur
de satisfaction sur les produits, les entreprises, par exemple, les sondages de satisfaction à l'égard des automobiles, des choses comme ça. 41% des gens prétendent que ces sondages-là ont un impact important dans leurs décisions. Donc, c'est quand même très significatif. Et pour un sujet qui nous intéresse davantage aussi. Les sondages sur les destinations touristiques, sur le voyage et tout, donc ce qui est publié par exemple sur les sites comme TripAdvisor, 42% des gens disent que ça a une forte influence sur leurs décisions. Donc, c'est des choses relativement importantes à considérer aussi. Donc, c'était le très bref petit sondage sur les sondages. Alors, merci Luc. Comme tu as vu, on t'a mis des cheveux autour de toi, là. Excuse-moi. Première question, dans le fond, ça met la table. Vous voyez certains éléments. Première question, dans le fond, d'après vous, comme utilisateur de sondage, concepteur de logiciels ou opérateur de firme comme sondeur, les forces, les faiblesses des sondages actuellement, dans le fond, la question, c'est est-ce que c'est encore in, le sondage? Est-ce que le sondage a encore ses forces, a encore sa raison d'être pour bien connaître la satisfaction de nos visiteurs ou son intérêt à acheter différents produits chez nous? Est-ce que le sondage, quelles sont ses forces et faiblesses? Puis d'après vous, est-ce que le sondage a encore sa place? A-t-il évolué ces dernières années? Alors, peut-être Hélène, pour commencer, par rapport à ça. Définitivement, le sondage a toujours sa place, mais il doit être allié à plusieurs autres outils technologiques parce que la prise de décision maintenant est trop rapide. Le sondage, le processus du sondage, parfois, est trop long. Si on prend le sondage que l'industrie du ski fait, qu'on a fait en collaboration d'ailleurs avec Luc pendant plusieurs années, on a les résultats l'année d'après, puis on sait que dans cette industrie-là, dépendant de ce qui se passe, parfois, il faut réagir rapidement. Donc, oui, sondage, mais allié à d'autres outils. Ça, il y a plusieurs forces, mais il y a certaines faiblesses aussi. Les forces, c'est de... Moi, je trouve qu'une des bonnes forces du sondage, c'est d'enlever la perception interne face à la perception des clients ou la satisfaction des clients. Ça, c'est une grosse force que le sondage amène. Parce que souvent, à l'interne, il y a des perceptions qui sont perçues comme des réalités. Puis le sondage amène vraiment un élément nouveau pour prendre les meilleures décisions possibles dans l'avenir. Je ne sais pas si tu veux que je parle des faiblesses tout de suite, là. Il y a encore d'autres forces aussi. C'est que tu as plusieurs plateformes pour le faire, le sondage, donc Internet, téléphone, sur place. Donc, c'est des outils qui peuvent quand même... on a plusieurs possibilités. Il y a une chose que moi, j'aime beaucoup des sondages, puis que Luc a amené, c'est le Net Promoter Score, qui est un élément facile et qui permet de se comparer avec le reste de la population et de l'industrie. Je ne sais pas si les gens sont familiers avec... Non, peut-être faire une petite parenthèse. La parenthèse, puis là, si jamais j'oublie des petites choses, c'est qu'à la question, entre autres, recommanderiez-vous, en l'occurrence Ski Bromont, à vos amis, collègues ou membres de votre famille, sur 0 étant les gens les plus insatisfaits et 10 étant les plus satisfaits, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève de 0 à 6 pour les détracteurs et 9 et 10 étant les promoteurs. Et on fait la différence et ça nous donne un pourcentage. Celui qu'on avait récolté, entre autres, à Ski Bromont, était de 60 % de gens qui recommanderaient Ski Bromont, comparativement à l'industrie qui était à 45 %. Donc, ça te donne un taux de satisfaction assez garant, en fait, de l'avenir en disant, bon, ben la majorité de nos clients sont satisfaits. Fait que ça, le sondage amène cette partie-là. Je l'ai dit tantôt, c'est surtout aussi que ça aide la prise de décision, le sondage. Au niveau des faiblesses, pour des entreprises, pour la petite entreprise, la méthodologie peut devenir vraiment une faiblesse. Dans l'industrie du ski, ça demandait beaucoup de rigueur, en fait, de le prendre le matin, l'après-midi, le soir, pour les stations de ski qui avaient du ski de soirée, les week-ends, pour avoir le meilleur portrait réel. De le faire à l'interne, on faisait face à une réticence, en fait, des employés parce qu'il y en avait un petit peu, entre parenthèses, rien à foutre de notre sondage, parce qu'il était trop dans le jus, face aux clients, ne comprenaient pas, malgré que ça s'est beaucoup simplifié à travers les années, entre autres par Internet. On dit on veut juste collecter le nom et le courriel, mais même ça, c'était difficile à l'interne de collecter les informations. Engagement externe pour collecter les informations,
encore une fois, difficile parce que les gens doivent venir à plusieurs périodes pendant environ une demi-heure. Et là, on veut des gens qui se présentent bien, qui sont bilingues, qui comprennent un peu l'industrie, puis qui sont rigoureux. Fait que donc, la méthodologie peut être définitivement une faiblesse. Le coût, encore une fois, l'exemple de l'industrie du ski, on a pu bénéficier de l'association pour faire un sondage qui était à travers le Québec, parce que plusieurs petites montagnes n'auraient jamais pu se permettre de faire les sondages avec des firmes spécialisées, entre autres. Merci, ça fait un premier son de cloche, on revient tantôt. Monsieur Mascarola, sous l'angle européen, le sondage force-faiblesse, comment il a évolué? Je commencerai par un peu d'histoire. Le sondage, c'est un mot qui date des années 30 et on a inventé ça alors qu'on voulait connaître l'opinion politique. Et on a fait des sondages parce que c'était beaucoup trop coûteux de faire des recensements. Les choses ont changé considérablement. L'accès à l'information est immédiat, facile, beaucoup moins cher. Donc, bon sondage, oui, si on ne peut pas faire autrement. Mais si on peut interroger tout le monde, interrogeons alors tout le monde, car alors... Ce que vous appelez le recensement. Ce que j'appelle le recensement. Mais le recensement qui soit également la reconnaissance. Sonder, c'est aller vers le client. Et j'en viens à la deuxième question. Sonder qui? Mais pourquoi savoir? Pourquoi faire? On a beaucoup parlé de mesures. Administrer une mesure, c'est en général quelque chose d'assez violent. Alors que ce qu'on cherche à connaître dans un sondage, c'est aussi les raisons, les motivations, les représentations, toutes choses fondamentales dans le domaine du tourisme et qui, pour être appréhendées, nécessitent des manières de faire très subtiles, qui se rapproche plus de la conversation que de l'interrogatoire. Or, les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous donnent accès à la possibilité d'instaurer des conversations de masse, communiquer par l'image, par le mot, avec la totalité de nos clients, en étant capables de s'adapter aux circonstances, aux contextes dans lesquels ils sont. Et là, il y a certainement une très nouvelle donne qui peut nous conduire à penser qu'il faut repenser le sondage. Le sondage, est-ce qu'il y a des faiblesses en ce moment? Alors, les faiblesses du sondage, il y a la faiblesse des questions qu'on pose dans le sondage, d'une part, mais ça renvoie à autre chose qu'au sondage. Et deuxièmement, il y a la faiblesse qui tient à cette apparente facilité que nous donnent les communications de masse et qui renvoie à la question de la représentativité des sondages. Le sondage est associé à une théorie qui définit dans quelle mesure on peut connaître le tout à partir de la partie. Or, dans très nombreux cas, et notamment lorsque ceci est fait par des sondages maison, on en fait fi complètement. Mais alors, il faut aussi savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait un sondage à intention scientifique pour savoir ce qui est vrai? Ou est-ce qu'on fait simplement un sondage à intention de communication pour flatter, pour reconnaître? Intéressante nuance qu'on pourrait y revenir tantôt. Là, et les enquêtes de satisfaction, par exemple, sont dans la majorité des cas des enquêtes conçues dans un esprit de CRM, relation avec le client, plutôt que dans un esprit de qualité. Les deux choses sont intéressantes. Simplement, il est important d'être conscient de la différence entre les deux pour gérer ces nuances et faire en sorte que le sondage, bon ou mauvais, mais en tout cas, soyons capables de les maîtriser. On y reviendra. Merci. Luc, force, faiblesse des sondages. Est-ce que le sondage a évolué? Écoutez, je vais commencer par une petite analogie quand les gens me demandent jusqu'à quel point c'est important d'utiliser des sondages ou de ne pas en utiliser dans des démarches marketing. Mon analogie, c'est toujours l'analogie de la carte routière qui commence à être un peu vétuste avec les GPS, mais présumons que les GPS n'existent pas ou que ça correspond à l'avènement de la technologie dans les sondages. Vous partez dans un voyage à l'étranger, dans une destination où vous n'avez jamais été, vous débarquez de l'avion, vous louez une voiture, vous avez le choix de... Puis vous voulez visiter évidemment les attraits touristiques de la région, vous avez le choix de vous acheter une carte routière à 3-4 $
en proportion de votre voyage qui vous a peut-être coûté 2 000 à 3 000 ou de ne pas prendre cette carte routière-là et de dire, je vais réussir mon voyage, je vais y aller selon mon intuition et tout. Les sondages, c'est le principe de la carte routière. Que ce soit un portrait parfait ou imparfait, ça vous donne tout de même un portrait de la situation qui augmente vos chances de succès dans vos démarches. Donc, le fait de s'en passer, quand on est prêt à investir des centaines de milliers ou des millions de dollars en publicité, en marketing, alors qu'on peut avoir un meilleur portrait de la situation avant de commencer, ça aide effectivement à prendre des décisions marketing. Donc, fin de l'analogie. Maintenant, les forces et les faiblesses de sondage. Toutes les méthodologies ont des avantages et des inconvénients. Les bons gestionnaires de recherche vont vous recommander la bonne méthodologie pour le type d'information que vous voulez aller chercher. Et ça, c'est la clé de la chose. Les sondages, c'est un des outils dont disposent les gens du marketing comme tel. Il faut respecter aussi les limites des sondages. Monsieur en a parlé, effectivement. Il y a des marges d'erreur. Un sondage, c'est un Polaroid dans le temps. Pensez aux élections, ça évolue, c'est pas immobile. Le sondage, lui, fait le portrait dans le temps, à un moment précis. La situation peut évoluer. On est limité, effectivement, comme le disait monsieur, par les questions. On ne peut pas penser qu'en simplement posant les intentions d'achat d'un produit à quelqu'un, on va pouvoir prévoir nos ventes avec ça. Ça demande une analyse beaucoup plus fine, ça demande des questions beaucoup plus pointues comme telles. Donc, l'idée, c'est effectivement d'utiliser le portefeuille des méthodologies disponibles de la façon la plus créative que possible. Et dans certains cas, il faut investir aussi. Une des limitations, c'est des sondages. Les gens, dans un sondage quantitatif, ne sont pas créatifs. Ça, c'est une démarche qualitative. Donc, il n'y aura pas c'est pas parce que vous allez poser des questions ouvertes dans un sondage que tout à coup, les citoyens vont devenir créatifs. Ils vont vous donner l'idée géniale qui va sauver votre industrie. Si vous, des experts du domaine, dans le domaine touristique, dans votre industrie comme telle, cette idée-là ne vous vient pas spontanément, pourquoi pensez-vous que quelqu'un, dans un sondage de 5 minutes, tout à coup, en vous demandant qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer notre situation, va arriver avec la réponse miracle? Un sondage, ça sert à mesurer des choses qu'on a déjà identifiées comme telles. Si on va aller chercher des idées, ce n'est pas un sondage, c'est une démarche qualitative. Donc, il faut être prudent aussi avec les limitations. On pose la question, le sondage est-il le meilleur outil pour connaître, comprendre et mesurer les différentes facettes du tourisme? Le sondage est le meilleur outil pour mesurer. Mais pour connaître et comprendre, c'est probablement pas le sondage le meilleur outil. Vous allez probablement être plus efficace avec une méthodologie quantitative, des groupes de discussion, des entrevues, d'autres approches qualitatives, l'ethnographie. Le sondage, ses limitations, c'est que ça permet de mesurer des choses qu'on a déjà identifiées. On ne découvrira pas ou on ne comprendra pas des choses à partir d'un sondage. Donc, c'est des limitations. Doit-il et peut-il évoluer? C'est correct, je suis au bout de la question. C'est beau. Ça va nous sauver un peu de temps. Donc, le sondage évolue constamment et s'adapte au style de vie des citoyens. Ce n'est pas parce que le sondage ne s'adapte pas au processus de dépense ou de magasinage ou au processus de voyage des gens. C'est sûr, c'est ça qu'il doit mesurer. Donc, s'il s'adaptait à ce qu'il doit mesurer, on aurait un sérieux problème de biais. Si tout le monde, tout à coup, se met à acheter ses voyages sur une plateforme mobile et qu'on mesure ce phénomène-là sur une plateforme mobile, on va être biaisé à 100 %. Donc, les sondages, oui, s'adaptent, mais ne s'adaptent pas parce que l'industrie touristique change. Ils s'adaptent parce que les citoyens changent et leur mode de vie change. Ils n'ont plus de téléphone à la maison, ils sont davantage sur Internet. Donc, on doit rejoindre les citoyens où est-ce qu'ils sont, mais ce n'est pas leurs habitudes de consommation qui fait que le sondage évolue. Faire attention. Bon. Si oui, vers quoi? La seule évolution souhaitable en termes de sondage comme tel, c'est toujours des réponses plus complètes à vos questions. Et la donnée la plus importante, et monsieur l'a cité, puis j'abonde totalement dans ce sens, la qualité première d'un sondage, c'est la représentativité. Vous êtes mieux de sonder 100 personnes représentatives que d'en sonder 10 000 dans la représentativité douteuse. Donc, la qualité numéro 1 et le graal ultime qu'on doit toujours viser comme dans un sondage, c'est qu'il soit représentatif. Un sondage qui est fait sur des données qui ne sont pas représentatives, sur un échantillon qui n'est pas représentatif, ne vaut même pas le papier sur lequel il est imprimé. C'est important parce que vous vous basez sur des données qui sont faussées à l'origine. On va avoir la meilleure présentation. Si l'échantillon qui est servi au sondage n'est pas représentatif, si ces gens-là ne sont pas représentatifs de votre public cible, ça ne vaut rien. Merci, Luc. C'est un peu ça fait bien lien avec la prochaine question, la question de la représentativité. Est-ce que le sondage permet encore de rejoindre de façon représentative les clientèles? Est-ce que les nouvelles outils technologiques ont aidé d'avoir un sondage représentatif ou au contraire, ils ont été un nuage? Est-ce que la représentativité est plus facile avec les nouveaux outils technologiques de sondage ou... Je commence encore. Oui, effectivement, en fond, plus on dispose d'un arsenal, si on veut, d'outils technologiques,
plus ça nous permet effectivement d'aller rejoindre les gens de façon le plus efficace que possible. Pensez à une certaine époque, c'était très difficile de rejoindre les 18-24 ans. Ces gens-là étaient plus difficiles à rejoindre au téléphone. Maintenant, avec les sondages Internet, on peut rejoindre beaucoup plus facilement les 18-24 ans qu'auparavant. À une certaine époque, comme je dis, le téléphone était l'outil le plus démocratique pour rejoindre les foyers. Maintenant, la plupart des foyers, beaucoup de foyers n'en ont plus. On s'adapte comme tel. Donc, oui, effectivement, la technologie nous aide, nous donne différentes ramifications pour aller rejoindre les gens ou à l'endroit où est-ce qu'ils sont. Et c'est aux firmes de sondage, effectivement, de faire preuve de rigueur et de créativité à ce niveau-là. Monsieur oui, Jean. on peut rejoindre les gens. Sur ce point, la technologie change complètement la donne. Par Internet, qu'on interroge 100, 10, 10 000, 1 million de personnes, le coût est équivalent, dès lors qu'on a mis en place les choses. La théorie des sondages, elle est liée au coût de l'interrogation. Et c'est ainsi qu'on va faire un sondage représentatif sur 800 personnes. Communiquons avec des centaines de milliers de personnes et extrayons de ce résultat l'échantillon représentatif qui nous intéresse. Et de ce fait-là, on allie deux objectifs, l'objectif de communication, le sondage acte de CRM, et d'autre part, l'objectif de connaissance scientifique, le sondage qui me permet de dire quelque chose de vrai. Ceci est désormais possible. Avec la technologie. Avec la technologie, ceci, nous ne l'enseignons pas encore. On est dans le changement. Là. Et là, il y a une mutation profonde qui fait que nos méthodologies ne sont plus en phase avec les moyens dont on dispose. Hélène, est-ce que tu as vécu des problèmes de conscience avec la question de la représentativité lorsque tu administrais des sondages terrain? Bien, à la base, je pense qu'il faut savoir quelle clientèle on veut sonder. Puis, un autre faille peut-être des sondages, puis que ce soit au niveau de la représentativité ou non, c'est souvent on part avec une perception, je l'ai mentionné tantôt, puis on essaye d'interpréter ensuite la perception. Fait que c'est la perception de la perception, je trouve qu'il faut faire attention. Entre autres, représentativité de clientèle, l'exemple que je peux donner, c'est, la clientèle de soir, c'est une clientèle entre 15 et 24. C'est un peu simpliste là, de vouloir la penser comme ça parce que, en regardant sur le terrain et aussi en allant voir, il y a une partie de clientèle qui est là de 3 heures à 6 heures, qui fait un peu partie du ski soirée ou même de 6 à 7, qui représente une clientèle vétéran. Donc, il faut les sonder aussi. Donc, oui, mais avec des objectifs précis à la base, au niveau de la représentation. Luc, j'aimerais t'entendre, je sors de mon texte, sur le commentaire de M. Jean qui disait qu'on est dans un changement de méthodologie et on est un peu dans une espèce de zone de no man's land là, entre les anciennes méthodes qui étaient bien éprouvées et les nouvelles méthodes avec des outils technologiques sur lesquels ils sont moins enseignés et on est encore dans l'essai-erreur, si j'interprète un peu votre propos. Comment tu réagis à ça? Bien, je vous dirais qu'il ne faut pas penser que les firmes de sondage, en général, sont prises au dépourvu par rapport à ça. Il faudrait dire que dans les grandes firmes de sondage mondiales, il y a des gens, je prends chez Ipsos par exemple, on a un centre de sciences à l'échelle mondiale des gens qui travaillent à plein temps à travailler sur les nouvelles méthodologies, travailler sur les nouveaux outils, mais également travailler sur les nouvelles méthodes de recherche, les méthodes d'analyse, les développements d'échantillons, la science du sondage comme telle. Ce n'est pas comme toute autre science comme telle, ce n'est pas une science qui est statique. Donc, on n'est pas pris au dépourvu par ces choses-là. Au contraire, c'est des phénomènes qu'on anticipe et qu'on utilise à notre avantage, qu'on utilise à l'avantage de nos clients comme tel. Il y a des gens qui ne font que travailler sur ces problématiques-là, des scientifiques comme tels. Donc, oui, les moyens technologiques évoluent, mais en même temps, il faut penser que ce n'est pas la queue qui branle le chien, là. C'est l'inverse. Les sondeurs ne sont pas au service de la technologie est au service des sondeurs. Et on utilise les technologies qui sont les plus efficaces, les plus performantes pour générer encore là des échantillons représentatifs, parce que comme je vous dis, c'est la clé. Ce qui est important, c'est de savoir ce que le public cible qui vous intéresse, ce que ce public cible-là pense. Donc, il faut qu'on soit capable de le rejoindre de façon efficace, à des coûts raisonnables, et en même temps de façon représentative.
Mais la technologie, ce que ça nous fait, c'est que ça nous ouvre de nouvelles portes comme telles, mais ce n'est pas une chose qui est menaçante ou inquiétante. Et c'est quelque chose effectivement, qui est pris très au sérieux par les firmes spécialisées. Outils technologiques, donc ça ouvre bien la porte à la prochaine question. Donc, on travaille les panels web, etc., les outils technologiques, mais est-ce qu'on a travaillé aussi beaucoup sur les outils, sur les contenus méthodologiques? Un peu plus, est-ce qu'on n'est pas trop porté en ce moment sur la quincaillerie versus sur les contenus méthodologiques, les approches méthodologiques différentes? Excellente question. Est-ce que vous êtes capable de marcher et de mâcher de la gomme en même temps? Ben, nous aussi. Alors, effectivement, oui. Je vous dirais que les firmes de recherche, effectivement, travaillent à intégrer et à utiliser les nouvelles technologies, mais la science du sondage, les techniques d'analyse, les modèles de prédiction, c'est des choses sur lesquelles on travaille à plein temps aussi, que les gens, on ne travaille pas moins pour autant. Évidemment, c'est un travail qui est un peu moins souvent glamour, qui est fait en amont, qui est très peu perçu en général du grand public et de nos clients, mais c'est une chose auquel on consacre autant, sinon plus de temps en général, la plupart des grandes firmes de recherche, que l'utilisation comme telle, ou comment est-ce qu'on doit utiliser les outils technologiques, comment est-ce qu'on doit les intégrer. La science du sondage n'a jamais été aussi dynamique en termes d'analyse statistique et de nouvelles méthodes de prédiction, d'évaluation de concepts de nouveaux produits, de mesures d'impact publicitaire. Il y a des choses qui se développent, qui ont été développées dans les 5 dernières années, qui sont totalement avant-gardistes. On les voit moins, mais ça existe tout autant, effectivement. Je vous dirais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, souvent, c'est davantage nos clients, souvent, qu'on constate, qui sont un petit peu obsédés par les nouvelles méthodologies. Quand les iPads sont sortis, tous nos clients nous ont dit, vous allez utiliser des iPads, c'est sûr. Mais je dis, écoutez, est-ce que ça fonctionne bien avec le papier? Est-ce qu'on est capable de recruter des dizaines de milliers de personnes avec des pads en papier, tout simplement? Oui. Bon, est-ce qu'on a le métier serait facile. Non, pas nécessairement. Le métier serait facile sans client. Monsieur Jean, là-dessus, outils technologiques versus contenu méthodologique, votre réaction là-dessus? On est trop penché sur les outils versus sur les contenus? Je pourrais vous montrer un exemple, mais vous voulez peut-être dire quelque chose, non? Non, mais en fait, je pensais à l'exemple parce que moi et Jean, hier, on a eu une discussion un peu sur le contenu. Je reviens vraiment à l'idée de contenu. On a fait un sondage il y a quelques années demandant à nos clients, pour un futur investissement, vous préféreriez qu'on le mette ces sous-là dans une nouvelle remontée mécanique ou dans un nouveau chalet? Et ça a fait vraiment tout un tabac. On a eu énormément de répondants, tellement que les médias se sont emparés un peu du sondage en disant « Hey, voilà une firme qui se soucie vraiment de ses clients ». Et hier, avec Jean, il disait « Oui, mais c'est peut-être pas un sondage, ça, c'est un coût marketing ». Fait que le résultat est un coût marketing, mais moi, je pense J'aime ton accent. Ouais. Peux-tu leur dire? Mais moi, je pense encore que c'était un sondage. Puis le but, c'était vraiment de savoir ce que les clients voulaient. Oui, ça s'est soldé par un événement qui a été communicationnellement hyper bon, mais à la base, c'était vraiment de savoir ce que le client préférait pour les sous qu'on avait à investir. Mais c'est intelligent de mélanger les genres. Hein. Pour répondre à cette question des contenus, je pense qu'un des grands problèmes, c'est l'obsession de la mesure. On fait des sondages pour connaître, pour avoir des idées et pour provoquer des réactions. Mesurer, compter, dénombrer est une des modalités de connaissance. Il en existe beaucoup d'autres, notamment lire, écouter. Et la proposition que nous faisons actuellement, que nous sommes en train de tester scientifiquement, c'est de mélanger à nouveau les genres. Mélanger les approches qualitatives et les approches quantitatives. Quand on administre un questionnaire, essayons plutôt que d'administrer un questionnaire, d'engager une conversation, d'immerger le répondant dans un univers qui lui permettra de répondre. Et je vais prendre un exemple. L'exemple suivant porte sur les stations de sport d'hiver. Si vous pouvez Télésino. Merci. Comment on appuie là voilà. Donc, je passe sur les raisons qui précèdent tout ceci. Il y a une qui est importante, qui est au milieu, c'est qu'actuellement, tous ces outils nouveaux, ils sont en train de s'épuiser, y compris Internet. Les taux de réponse baissent.
ça se banalise. Et nous avons besoin, un peu comme dans le tourisme, de réenchanter les sondages. Et je vais vous en montrer un exemple. Donnez à vos idées la force des images, des mots et de la statistique. Enquête sur une station de sport d'hiver en France, menée avec Isabelle Frechot, que certains d'entre vous connaissent ici. Et plutôt que d'imposer aux répondants nos préoccupations, on le soumet à un mur d'images et on lui dit « cliquez sur ce qui vous intéresse, ce qui a frappé vos vacances ». Il clique et on le présente à nouveau 4 images, 4 modalités de faire du ski. Choisis les 2 meilleures. Et alors, on lui demande de commenter son choix. On l'a impliqué, il est rentré dans le jeu, et on lui demande de nous répondre. On n'est plus dans le questionnaire. On récupère ainsi des données textuelles, libres, induites par l'image, mais avec toute la polysémie de l'image. Le fait que l'image soit comprise d'une manière ou d'une autre est là un avantage, et non pas un inconvénient. Alors, je vous passe le protocole, mais ensuite il va choisir le 2e point, par exemple l'hébergement. Et puis on ne lui demande pas de répondre à tout, parce que finalement, il n'a pas tout fait dans la station. On a un questionnaire un peu court, rapide. Et on va pouvoir récupérer un peu de statistiques sur les images les plus choisies. On va pouvoir voir du texte. On va pouvoir mettre en relation les textes et les images. Et nous voilà ici, riches d'un matériau abondant, divers et créatif. Nous avons dans le même temps, en 3 écrans, très peu de temps, immergé le répondant dans le phénomène qu'on cherche à étudier. Et nous allons continuer ensuite en administrant ce qui permettra de faire la mesure par rapport aux questions qui nous préoccupent. Bref, dans le même temps, dialoguer, recueillir des informations qualitatives pour ensuite mesurer. Ça ne coûte pas plus que de concevoir le protocole. Que 100 personnes ou 100 000 répondent, c'est équivalent. Et en même temps, on a donné une bonne image. On a rappelé le séjour. Et nous lançons ces sondages aux dates anniversaires. Ceci conduit à quitter un peu la préoccupation comptable et économique pour mobiliser la sociologie, à mélanger les approches et les genres, à stimuler et observer en continu, et à mobiliser toutes les ressources du numérique pour suivre les tendances et promouvoir une certaine hyper-réactivité dont nous avons besoin actuellement. Hélène, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, il m'est arrivé dans quelques sondages ou des sondages que je lisais pour des clients qui étaient déjà là, d'avoir des résultats qui sont très difficilement explicables. Des fois, on a plus de gens qui sont venus chez nous que notre caisse enregistreuse nous dit. Et là, personne n'est capable d'expliquer. Même des fois, le sondeur, il arrive des choses. Comment on vit avec ça? Est-ce que c'est déjà arrivé? Comment vous avez vécu avec ça? Bien, le bon exemple encore, Luc se souvient sûrement, c'est qu'on avait, la plupart d'entre vous connaissent peut-être le livret Ce qui passe partout. Et on sondait les gens sur combien de visites, combien de fois ils avaient utilisé leur livret dans l'hiver. La réalité, parce que toutes les données étaient complètes, était 4 visites, puis le sondage en donnait 8. Le double ou près du double, fait que tu dis, bon, ben, pourquoi, tu sais? Là, il y a plein de théories. C'est là, je trouve que le danger du sondage, parce que tu essaies d'interpréter. Tu dis, bon, ben, ils veulent rentabiliser leur investissement, donc ils veulent se faire croire qu'ils en ont fait plus. Il y a tous les facteurs que j'appelle un peu les facteurs trouble-fête qui amènent des résultats qui ne sont pas crédibles au niveau du sondage, que ce soit, entre autres, la météo, la fameuse météo qu'on parle beaucoup. Ça vient jouer beaucoup aussi dans tout ça, parce que même dans l'événementiel, c'est encore pire, parce que
Mettons, à la question posée au niveau de l'affluence de l'événement, il y en a un répondant qui va dire il y avait beaucoup trop de monde. Lui, c'est sa première année à l'événement. L'autre va dire c'était vide parce que sa référence est l'année d'avant, qui était une année record. C'est la même chose en ski. Fait que oui, des fois, c'est difficilement explicable. Puis le danger, c'est que les directions prennent juste les données qu'ils veulent bien entendre en disant « Ouais, mais c'est pas vrai ça, parce qu'on l'a vu, là, c'était pas vrai avec le nombre de visites. » Donc, la réponse qu'ils veulent pas entendre, des fois, tu te dis ben, « C'est pas vrai, parce qu'à telle réponse, c'était pas vrai aussi. » Fait que bref, je suis sûre que Luc a des choses à répondre Luc, là-dessus. tu vas dire que ça t'arrive jamais, là, mais mettons qu'on parle des autres. Là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on vit avec un sondage, avec des résultats qui nous sortent de nos shorts? Non, mais effectivement, Hélène a amené des très bons points, puis je vais y répondre effectivement. Mais dans un premier temps, il faut comprendre une chose, la très grande majorité des firmes de sondage font de l'excellent travail comme tel. Une chose, puis là, je vous interpelle tous, il faut toujours se méfier quand les prix sont trop bas. Scénario, vous avez 4 firmes, il y en a 3 qui ont un prix, qui font un prix similaire, puis il y en a une 4e qui vous arrive à 50% du prix. Méfiez-vous. La loi du plus bas soumissionnaire, les viaducs qui tombent, ça arrive aussi dans les sondages. Donc, effectivement, les coûts sont les mêmes pour toutes les firmes de sondage. Donc, les aubaines, c'est toujours une raison de s'inquiéter. Ceci dit, maintenant, quand une étude est bien faite, il y a toujours moyen de trouver l'explication, effectivement. Les exemples d'Hélène étaient très bons. Si, par exemple, vous voyez tout à coup que, je sais pas, un résultat donne 50% de satisfaction alors que vous croyez, alors que les clients que vous rencontrez tous les jours dans votre cafétéria vous disent non, on est hyper satisfait, vous attendiez à ça, bien, les gens que vous rencontrez dans votre cafétéria tous les jours, c'est probablement un segment qui représente 10% de votre clientèle, c'est probablement les plus volubiles, c'est des gens qui sont amis avec vous. Il y a 90% de majorité silencieuse, le sondage va aller chercher leur opinion. Et effectivement, ces gens-là, vous les voyez peut-être pas, vous les écoutez peut-être pas, mais ils existent effectivement. Donc, d'où l'importance, quand le résultat ne correspond pas à ce qu'on s'attend, c'est comme une enquête policière, il faut aller comprendre, est-ce qu'il y a un groupe cible sociodémographique qui a répondu différemment? Est-ce que la clientèle d'affaires a répondu différemment que la clientèle touristique? Est-ce que les abonnés de passe de saison, par exemple, qu'on entend régulièrement, ont répondu différemment des gens qui avaient des billets jours? Donc, il faut aller fouiller dans les données pour aller comprendre d'où vient l'explication. Et on se rend compte souvent que la donnée, globalement, les gens ont répondu à 60% de satisfaction. Ce que ça cache, c'est qu'il y a des groupes de gens qui ont répondu à 10% de satisfaction et il y en a qui ont répondu à 80% de satisfaction. Et ces gens-là ont des raisons très précises d'avoir fait ça. Mais si on regarde la moyenne globale, à 50%, ça ne veut rien dire. Donc, il faut aller en dessous des résultats globaux pour aller comprendre qu'est-ce que les différents groupes cibles ont répondu. Puis, en général, 95% des cas, on trouve l'explication à cet endroit-là. L'autre point aussi, on parlait par exemple des visites ou des intentions d'achat. C'est des données sur lesquelles les gens souvent vont avoir beaucoup de difficultés à donner une réponse précise. En général, il faut s'assurer que les questions soient posées de façon à ce que la personne puisse vraiment identifier, avoir un point de repère qui est important. Seulement, aux gens, le nombre de visites qu'ils ont fait dans une année, c'est dur pour eux de le faire. Le nombre de visites que vous avez fait dans un mois, là, c'est plus facile. On peut le multiplier par 6 par la suite. Donc, ces mesures-là sont difficiles à répondre pour les répondants. Souvent, c'est imprécis. Alors, il faut s'assurer de mettre la barre le plus bas possible pour que ça soit clair pour tout le monde et transparent qu'est-ce qu'ils doivent répondre. On va s'approcher un peu plus de la vérité. Et parallèlement à ça aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la limite aussi des sondages, bon, les gens peuvent être imprécis quand ils font ça, mais est-ce que vous avez tant besoin de savoir aussi que les gens ont fait 4 visites ou de distinguer les groupes cibles qui, eux, font 2 visites par année par rapport à ceux qui en font 20 pour essayer de faire un marketing différent selon ces 2 groupes-là? On se rend compte qu'il y a un groupe qui vient 10 fois plus souvent que l'autre. Cette donnée-là est peut-être plus importante et elle est très fiable dans l'analyse du sondage davantage que de dire est-ce que c'est 4.3 ou 4.5. C'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est de comprendre est-ce qu'on peut se servir de ça de façon stratégique. Donc, oui, les sondages ont des limitations. Ça ne veut pas dire que cette information-là n'est pas utile. Et c'est très, très, très rare qu'une donnée demeure totalement inexplicable. Il arrive aussi que les données ne font pas l'affaire de, comme tu disais par rapport à la direction, ça ne fait pas l'affaire des clients de voir ces résultats-là. Il ne faut pas tirer sur le messager. Cela arrive. Monsieur Jean, avez-vous des expériences de résultats inexplicables, inexpliqués? Bien sûr. Et c'est souvent les résultats les plus intéressants. Car ce sont ceux qui cultivent l'inquiétude, qui cultivent l'état d'alerte. Finalement, on apprend toujours par différence. Si je retrouve le résultat que je connaissais déjà, alors pour sûr, j'ai perdu de l'argent, il ne fallait pas faire de sondage. Mais je voudrais dire un peu plus généralement, je souscris... Et ça sera votre conclusion. Je souscris tout à fait à l'exigence
c'est ma tradition, c'est ma culture, de la science, de l'exactitude, de la rigueur. Ceci autant pour interroger que pour communiquer les résultats. Mais lorsque ceci est acquis, il est également très important de donner de la chair, d'habiller, de rendre agréable, séduisant la collecte, mais également la communication des résultats. Économie dans le nombre de chiffres, dans le nombre de données. Présentation illustrative. Intéressant comme... Différenciation. Nous avons développé la méthodologie des key views, les vues clés, en utilisant l'image, ces mêmes images que nous avons utilisées pour collecter. Bref, il est possible d'ajouter à la rigueur scientifique les habiletés de la communication sans lesquelles il n'y a pas de marketing. Merci, Jean. Hélène, ton mot de la fin en 20 secondes. Petite conclusion, en fait, moi, je veux dire que je crois quand même beaucoup au sondage. Je me suis fait un peu l'avocat du diable en présentant ce qu'on vit sur le terrain. Pour avoir travaillé beaucoup avec Luc, les résultats nous ont beaucoup aidés dans la prise de décision annuellement au niveau du ski. La dernière chose, je pense qu'on se pose beaucoup de questions sur le sondage, mais le sondage maintenant est devenu, entre autres, un outil pour sonder nos propres outils. Un des derniers sondages qu'on a fait à la montagne, c'est de sonder notre infolette. Et tantôt, Jean disait que la réponse diminuait par Internet. Nous, il y a eu plus que 5000 répondants qui ont répondu à notre outil, puis qui nous a donné des informations hyper précises de comment l'utiliser au mieux, pour des fois, justement, aller chercher des informations qui nous aident à prendre la décision au quotidien. Voilà. Merci, Hélène. En 20 secondes, ton mot de la fin, Luc. Écoutez, je pense que ce qu'il faut toujours retenir de plus important, deux choses, c'est qu'effectivement, le sondage, ce n'est pas la réponse à tout. C'est un des outils dont les chercheurs disposent. Le sondage, c'est un outil de mesure. On l'a dit tantôt, on peut vouloir découvrir, comprendre, mesurer. Le sondage, c'est un outil de mesure. Si on veut découvrir ou comprendre, il y a d'autres outils qui vont être souvent plus appropriés, des méthodes qualitatives où là, on peut aller chercher de la créativité de la part des consommateurs comme tels, ce qu'ils sont probablement incapables de faire dans le cadre d'un sondage en général. Et le plus important aussi, quand on décide qu'on veut mesurer, qu'on utilise un sondage quantitatif, c'est de s'assurer de la représentativité de l'auditoire au-delà de tout. Pas de représentativité, ça vaut rien. Merci. Alors, table obscure au fond, table éditoriale de contenu, Jean Savant au fond, je ne sais pas comment vous appelez. Est-ce que vous avez des questions? France, tu commences? Oui, alors on va peut-être commencer avec un premier commentaire ou question-commentaire sur les intentions de voyage, c'est-à-dire que quelqu'un nous pose la question, est-ce qu'on peut expliquer les écarts importants qu'il y a entre les intentions de voyage? On fait souvent des sondages sur les intentions de voyage et quand on regarde la réalité, on s'aperçoit qu'il y a des écarts importants. Est-ce qu'on peut expliquer ces écarts-là entre les sondages et la réalité? Alors, réponse brève, un à votre tour. Je pense, les intentions de voyage, c'est un peu aussi souvent, on a le même problème souvent dans la mesure de notoriété, par exemple, de commanditaire. Il y a un effet popularité de la destination qui va... Souvent, les gens vont l'interpréter, on ne va pas l'interpréter, mais vont le vivre malgré eux autant comme un vote de popularité, un vote de préférence que d'intention réelle. Oui, tout le monde va aller aux îles de la Madeleine, mais ce n'est pas tout le monde qui va chaque année. Donc, effectivement, il y a une question de popularité, il y a une question de notoriété aussi. Puis je fais l'exemple par rapport aux commanditaires. Quand on demande les commanditaires d'un événement, par exemple, on se rend compte qu'il y a des commanditaires souvent qui ne sont même pas là, mais qui vont ressortir parce que ce commanditaire-là est tellement présent dans la société québécoise que les gens vont le citer spontanément parce que je me semble que je l'ai vu à quelque part. Donc, oui, il faut être très prudent dans ce genre de choses-là parce qu'il y a un effet de popularité, il y a un effet de notoriété, il y a un effet d'attirance ou de vote qui va passer par-dessus l'intention. D'où à ce moment-là le besoin d'aller poser davantage de questions, par exemple. Jean-Hélène, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à cette question-là? Et ça illustre le fait qu'avec une question de ce type, on mesure, mais on ne sait pas quoi. Et il faut beaucoup d'autres questions pour savoir ce qu'on mesure. Hélène? C'est le portrait d'un moment donné. Puis comme je l'ai mentionné tantôt, les facteurs un peu trouble-fête, que ce soit une peur économique ou vient changer beaucoup la donne de ce que va être l'action.
Donc, après le rigueur de Paul hier, c'est prudence, prudence, prudence. Autre question, table obscure. Oui, bonjour, toujours France Lessard, à l'arrière dans le noir. Alors, une autre question qui est assez technique, c'est-à-dire que de plus en plus, on offre des prix ou des tirages ou des cadeaux pour augmenter le taux de participation des gens à des sondages. Est-ce que ça a une influence, je dirais négative peut-être, sur la qualité de la réponse? En un mot, est-ce qu'on, entre guillemets, achète la personne sondée ou son opinion plutôt qu'avoir une opinion un petit peu plus objective? Est-ce que ça crée un biais, finalement? Est-ce que ça crée un biais, effectivement? Hélène, est-ce que tu as déjà utilisé cette technique-là? Bien, c'est une technique qui est beaucoup utilisée, puis j'aime beaucoup la question parce que on se pose la question, parce qu'une des choses qui était mentionnée tantôt, on essaie de hyper segmenter la population qu'on a sondée pour répondre à des questions précises. Et on veut avoir beaucoup de nombres, mais effectivement, il y a une partie du nombre qui ont répondu juste à cause des concours. Alors, moi, je pense que ça amène un biais, en effet. Dépendant de la force de la promotion tout le temps et du prix, etc. Luc, est-ce que vous avez utilisé ça? Est-ce que, d'après toi, ça cause un biais? Je pense que c'est dans une grande majorité des cas, c'est souvent incontournable et les gens ne feront plus rien sans être rétribués pour le faire. Et ça pourrait être inquiétant des fois qu'ils le fassent parce que c'est la preuve d'un intérêt particulier pour ce sujet-là, puis déjà on introduit un biais. Je pense que ce qui est important dans le choix de l'incitatif, puis on parlait de concours tout à l'heure, c'est que l'incitatif ne soit pas biaisé. Et ça, c'est très facile de tomber dans ce critère-là. C'est sûr que si vous faites tirer une passe de saison, par exemple, pour un resort, bien, probablement que les visiteurs en destination ne sont pas intéressés à répondre parce qu'ils restent beaucoup trop loin pour avoir un intérêt pour une passe de saison. Donc, oui, effectivement, l'incitatif vient totalement biaiser le sondage à ce moment-là. Donc, il y a des incitatifs, entre guillemets, presque parfaits, comme l'argent, effectivement, parce que ça intéresse tout le monde, mais où les incitatifs sont, dans bien des cas, pratiquement incontournables. Et l'importance à ce moment-là, c'est le dosage et aussi de choisir des incitatifs qui n'introduiront pas de biais et d'être très prudent à cet effet-là. De l'autre côté de l'Atlantique, est-ce que le cadeau existe aussi? On peut évidemment pas faire autrement lorsque les enquêtes sont très longues, lorsque le sujet est très spécialisé et lorsque finalement répondre requiert des capacités d'experts. Mais lorsqu'on s'adresse à un public général avec des enquêtes courtes, une autre manière de rémunérer, c'est de faire plaisir. Et c'est là où je parle de ces enquêtes ludiques, courtes, répétées, qui, elles, n'introduisent pas du tout le même biais et qui se trouvent très efficaces. Et on a eu l'occasion de faire des tests en comparant les deux protocoles. Nous nous sommes aperçus que, surtout par le degré de discrimination des réponses, l'enquête ludique est plus efficace que l'enquête rémunérée, où celui qui rémunère répond à toutes les questions, mais souvent d'une manière plus standard que celui qui a été stimulé par un intérêt ludique. Et l'enquête ludique... D'où des protocoles, pardon ? Et l'enquête ludique, finalement, engage la conversation avec... Et l'enquête ludique implique, etc., et permet d'avoir des résultats plus authentiques. Alors, bien sûr, il ne faut pas qu'elle soit trop longue, parce qu'elle cesse d'être ludique. D'où l'idée, plutôt que de faire une grande enquête, de multiplier des enquêtes courtes. Et là, à nouveau, on arrive dans une situation où on établit une sorte de protocole de communication, de conversation avec les publics. Merci. France, une autre question. Il nous reste encore un petit 3 minutes. J'ai une question. Je vais essayer peut-être de l'interpréter. En fait, je vais vous la lire, puis on va voir ensemble si on comprend la même chose. La question est, avez-vous des exemples de sondages de regroupement ou comparatifs pour des attraits ou événements? Ce que je crois comprendre, c'est est-ce que vous avez des exemples de sondages où 2 ou 3 ou 4 attraits ou événements font un sondage conjoint qui permettent de les comparer les uns les autres? Luc? Oui, ça arrive effectivement fréquemment. Je pense que c'est une bonne source d'économie et d'efficacité. Je pense que ce qui est important quand on peut envisager ce genre d'exercice-là, c'est si les regroupements ou quelles que soient les destinations, quoi que ce soit, ont des publics cibles en commun,
Alors oui, effectivement, pourquoi pas partager l'enquête, puisque dans le fond, on va sonder les mêmes publics cibles, donc c'est tout à fait envisageable, oui, dans la mesure où on sait que les publics cibles de ces regroupements-là, quels qu'ils soient communs. Réponse ou pas à cette question? Ben, moi, je pense que c'est très important. Puis le succès, un des exemples, c'est justement l'industrie du ski. Parce qu'on peut se comparer vraiment au niveau de la concurrence. C'est sûr que Michel Archambault aussi est très impliqué, puis il y a des études économiques qui existent depuis longtemps. Mais de faire un sondage, ça a vraiment changé la dynamique aussi, de pouvoir se comparer sur des points précis avec la concurrence. Monsieur Jean? Oui, ceci contribue à nourrir notre expérience et notre compétence. Par contre, on n'en fait pas nécessairement bénéficier nos clients. Dans la mesure, Expliquez-vous. pour des raisons de modèle économique. Alors, quand on arrive à avoir des opérations groupées, oui, mais souvent, des concurrents ne souhaitent pas forcément être benchmarkés. Voilà un élément de réponse. France? Peut-être une dernière question rapide, c'est peut-être sur le futur. Qu'est-ce que vous envisagez? Comment vous croyez que le sondage va évoluer d'ici, si on regarde sur un horizon de, je ne sais pas, 5 ans? Vers quoi est-ce qu'on s'en va? Alors moi, il y a une menace importante qui est celle de tous ces nouveaux venus qui sont les acteurs du web, qui sont des informaticiens, des enthousiastes de la technologie, et qui n'ont pas la connaissance, la tradition, le fond de l'étude, et qui, pour de multiples raisons, diffusent des offres extrêmement alléchantes, gratuites, très prometteuses, mais qui, pour une part d'entre elles, sont un miroir aux alouettes complet. C'est pour ça que nous, les professionnels, nous devons très sérieusement réfléchir à la rénovation de nos pratiques, de manière à ajouter à notre tradition de rigueur toutes les nouvelles opportunités que nous donnent les technologies récentes. Sinon, nous serons balayés par une nouvelle catégorie d'acteurs. Luc, les prochains 5 ans, tu vois le sondage, il s'en va dans quelle direction? Bien, écoutez, j'abonde tellement dans le même sens que vous. Je pense que la plus grande menace actuellement, effectivement, à l'utilisation et à la décrédibilisation des sondages, c'est SurveyMonkey, par exemple, où effectivement... Pardon? Moi, j'ai refusé de dire son nom. Ben, c'est ça, effectivement. Donc, un sondage, une étude, la recherche marketing, c'est beaucoup plus qu'un support technologique qui supporte des questions. Il y a une science en arrière du sondage, il y a une science à l'arrière des questionnaires. Et la plupart des inquiétudes ou des erreurs ou des choses qu'on vit, des failles dont on vient de parler jusqu'à présent, souvent résultent de mauvais questionnaires, de questions qui sont posées, qui sont mal construites, d'une mauvaise science de la recherche. Donc, il faut vraiment se méfier effectivement des supports méthodologiques, des supports technologiques de sondage. Ce n'est pas de l'expertise en sondage, c'est uniquement une infime portion du travail qui sont faits par des firmes de sondage. Hélène, est-ce que tu as Un dernier point, en fait, je pense que la notion de temps est un danger. Parce qu'on veut prendre des décisions très, très, très rapides, puis on est tous tentés parfois d'aller avec un SurveyMonkey, mais définitivement, quand la question est mal posée et que tu n'as pas la bonne représentation, ben, tu as un portrait faussé et ça va te faire prendre des mauvaises décisions, en fait. Merci. Le temps est écoulé. Alors, merci à nos 3 panélistes.